Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle visioconférence organisée par l'association Syndrome PAX 1. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'enregistrer ce webinaire avec Justine qui est thérapeute ABA et qui va nous présenter du coup cette thérapie. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Merci déjà de me faire l'honneur de pouvoir présenter le travail que je fais aujourd'hui. Ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis thérapeute ABA. Donc, je travaille avec plusieurs enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et je suis supervisée par une superviseure qui est au Canada, à Montréal. Donc, cette formation aura pour... Attendez, ça va pas changer de... Pardon. Cette formation aura pour objectif de définir ensemble les caractéristiques des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et on verra aussi les difficultés rencontrées, aussi bien celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles à l'œil. Nous verrons l'analyse appliquée du comportement, donc l'ABA, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste. Nous verrons comment sont détectés les comportements, puis savoir comment intervenir pour cela, savoir détecter les forces aussi de ces personnes, et enfin pour d'établir les connaissances de l'enfant et enseigner les nouvelles compétences à acquérir. Alors tout d'abord, les caractéristiques de l'autisme, il y en a plusieurs. Donc tout d'abord, la préférence pour les informations visuelles, l'attention particulière pour le détail avec des difficultés à assembler ces détails, un attachement fort aux routines, une difficulté à s'engager dans les activités et à s'en désengager. L'hypersensibilité aussi aux stimulus sensoriels, une difficulté de concentration, déficit de mémorisation séquentielle, des problèmes de communication peuvent être aussi rencontrés aussi bien à l'oral que en réceptif, donc en lecture. Et on a aussi des difficultés de perception, compréhension du temps, début, milieu, fin, et des problèmes aussi combinés de façon chronologique les idées, le matériel ou les activités. Alors, il faut juste préciser en fait que cette conférence, elle intervient parce que dans le cadre du syndrome PAX 1, il y a plus de 50% des porteurs du syndrome qui sont sur le spectre du trouble de l'autisme, qu'ils aient un diagnostic clairement établi ou pas, mais c'est ce qui a été montré en fait dans les travaux du docteur Hanberg sur l'histoire naturelle de la maladie. Donc là, le but, c'est de voir ensemble, en tout cas, les difficultés qui sont rencontrées, celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Donc, on remarque pour les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme, des difficultés dans les habilités sociales, dans l'autonomie et dans les troubles du comportement. Est-ce que c'est obligé que les personnes aient ces trois types de troubles? Ce sont les trois caractéristiques, oui, du trouble du spectre de l'autisme. Ok. Alors, plus ou moins développé, bien sûr, et puis plus ou moins compensé parce qu'on sait que les personnes aussi avec un haut potentiel intellectuel ou par exemple le profil féminin va avoir beaucoup plus de facilité à masquer justement les troubles au niveau des habilités sociales, par exemple. Donc, ces troubles seront plus ou moins visibles. Donc, au niveau des habilités sociales, donc ce qu'on peut voir comme comportement spécifique qu'on peut voir, donc c'est des personnes qui vont avoir le contact visuel fuyant. Donc ça, c'est que des exemples, hein. C'est pas forcément, il y a des personnes avec autisme qui arrivent très bien à regarder les personnes dans les yeux, pardon. Donc, il va y avoir des difficultés au niveau de la conversation, savoir quel est le cercle de proximité qu'on peut avoir avec les personnes. Elles vont parfois être trop près, parler trop fort ou pas assez, vont parfois interrompre les personnes, sortir du sujet, vouloir s'isoler, avoir peu d'amis, le jeu avec les autres va être difficile, et les comportements sexuels peuvent être inadéquats. Un problème aussi au niveau de la réciprocité et comprendre la peine des autres, donc à difficulté au niveau de l'empathie ou de savoir, mais plus l'empathie visible, parce qu'on sait que c'est des enfants aussi qui peuvent être justement très réceptifs aux émotions des autres. Donc les déficits sous-jacents, ce seront discriminer et décoder les stimuli, les distractions, focus aux détails de la personne, donc ils vont regarder par exemple l'oreille ou va regarder les nouvelles couleurs des ongles ou ces choses-là. Ils vont être focus vraiment sur les petits détails. Ils vont avoir de la difficulté aussi à se mettre à la place de l'autre. Donc, c'est la théorie de l'esprit, justement, où ces personnes-là vont avoir du mal à comprendre et à se mettre à la place d'eux. On a aussi des problèmes au niveau de la communication,
ou aussi bien au niveau de l'imitation, de la concentration, des conventions sociales et de l'isolement. Donc, au niveau de l'autonomie, on peut voir que c'est des personnes aussi qui peuvent avoir du mal, par exemple, dans tout ce qui est fonction exécutive, donc d'autonomie, donc que ce soit pour s'habiller, savoir comment est-ce qu'on s'habille en fonction de la météo, savoir, quand on passe de l'été à l'automne, en général, c'est difficile de passer du short au pantalon. Au niveau sensoriel, ça peut être difficile. Donc, on peut avoir des difficultés aussi au niveau des aliments. Donc, quand c'est un peu trop mou, ils aiment peut-être pas, ou alors c'est le contraire, quand c'est des aliments chauds, ils peuvent ne pas aimer, ou quand c'est des différents types de couleurs aussi. Donc, voilà, on peut avoir un éventail de difficultés sur ces choses-là. On a de la difficulté aussi à savoir les jours de la semaine, comprendre quand c'est les jours de l'école ou quand c'est les jours de week-end. Donc c'est pour ça que des outils visuels peuvent vraiment aider à ce moment-là. Après, on peut voir qu'il y a des problèmes au niveau des conventions sociales, des difficultés à s'organiser. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir mettre justement des routines en place pour l'autonomie qui vont vraiment aider ces enfants à structurer et puis à les rendre plus autonomes grâce à ces outils visuels. Pour les troubles du comportement, nous, ce qu'on peut voir actuellement quand on se balade dans la rue, par exemple, donc ça peut être des enfants qui peuvent taper, lancer, donner des coups de pied, faire des menaces, casser des choses ou de l'autostimulation, se tirer les cheveux. Et en fait, tout ça, ça résulte aussi de ces enfants ont de la difficulté à ne pas comprendre ce qui se passe et ils vivent des frustrations face à une activité. Ils ont des troubles de la communication, hein, de la difficulté à rapporter qu'est-ce qui s'est passé. Donc, par exemple, en cours de récréation, ben voilà, quelqu'un est venu, il a été trop près ou il l'a touché, il voulait pas qu'on le touche. Et puis sa façon de réagir, ça va être de taper. Donc, d'un point de vue extérieur, si toute la scène n'a pas été observée par les professeurs, ça peut être jugé comme des comportements qui sont problématiques et qui peuvent mettre à l'écart cet enfant-là, alors que voilà, le comportement doit être analysé dans sa globalité parce que ça résulte d'un problème, en tout cas vécu par l'enfant. Donc, on peut voir des enfants qui font des comportements pour pouvoir attirer l'attention sur eux ou parce qu'ils veulent éviter ou échapper à une activité. Donc, maintenant, on va voir un peu plus spécifiquement qu'est-ce que l'ABA. Donc, l'ABA se traduit par l'analyse appliquée du comportement. C'est une science dont les procédures d'enseignement sont mises en place de manière systématique pour améliorer significativement les comportements sociaux. Donc là, on va voir les différentes spécificités de l'ABA. Donc, c'est décomposer des tâches complexes en étapes d'enseignement plus simples, c'est-à-dire qu'on va partir par exemple, on va partir le fait de connaître l'ensemble des ustensiles de la cuisine, eh ben, on va micro-graduer les étapes pour arriver à connaître l'ensemble des ustensiles de la cuisine. Il est important aussi de savoir identifier les récompenses de l'enfant qui vont permettre justement à créer une motivation d'apprentissage. On va aussi individualiser et adapter en fonction de l'enfant, donc de ses capacités et des attentes aussi bien dans la vie des scolaires au niveau académique, mais aussi au niveau de l'autonomie et des habiletés sociales. On va augmenter les réussites en apportant à l'élève de l'aide nécessaire à l'exécution d'une tâche qui est difficile. Le but, c'est vraiment de micro-graduer les difficultés et de lui apporter l'aide nécessaire en temps voulu. Il est important aussi de répéter et de fournir un entraînement fréquent pour favoriser l'acquisition des compétences. Et on va enregistrer et mesurer systématiquement les progrès par collecte de données pour s'assurer d'un apprentissage efficace. Et grâce à ces pourcentages et à cette prise de données, on va pouvoir savoir s'il y a des ajustements qui seront nécessaires pour que l'enfant continue à apprendre dans les bonnes conditions. L'application parentale est fortement recommandée. Ici, j'ai cité que les parents, mais bien sûr l'ensemble des personnes qui interviennent dans la vie de l'enfant. Donc, je pense à tous ceux du milieu paramédical, aussi ergothérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, qui sont importants d'être mis ensemble pour avoir l'ensemble des données de l'enfant, mais aussi aider l'ensemble des personnes à pouvoir justement créer un environnement stable aussi bien pour les apprentissages que pour les comportements. Donc même chez la nounou, un enfant qui est chez une nounou qui n'est pas encore scolarisée, ou même dans l'idéal l'école, ce serait bien que tout le monde reprenne. Exactement. Ok.
Bon, ce qui n'est pas L'idée, forcément c'est évident, je que suppose, dans... non, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que un plan d'intervention est généralement mis en place et on essaye de mettre en place en tout cas des procédures qui peuvent être généralisées quel que soit le contexte. Donc justement avec les parents, avec les grands-parents, avec la nounou, mais aussi avec l'école. Parce que on se rend compte que si justement il y a ce lien qui est coupé par exemple entre la maison et l'école, bah, malheureusement, on va retrouver des comportements qui auront lieu à l'école et qui n'auront pas lieu à la maison si le suivi comportemental n'est pas fait. Et le but est aussi d'aider l'école, hein, de nous travailler les comportements qui ont lieu à l'école et de les reprendre à la maison et de les travailler aussi. Donc, idem pour la nounou, bien sûr, mais on doit avoir une vraie ligne de conduite, je dirais, pour avoir un fil conducteur parmi l'ensemble des personnes qui interagissent autour de l'enfant. Ok. Il est important aussi d'insister que la diminution des comportements inadaptés, c'est le but de la thérapie, et on veut augmenter les comportements socialement adaptés et les comportements alternatifs. Donc alternatifs, par exemple, en cours de récréation, il y a trop de bruit, l'enfant n'arrive pas à jouer au loup avec les autres enfants, bah, c'est de pouvoir lui proposer une activité calme en cours de récréation dans un lieu où il n'y a pas trop de stimuli à côté de lui, bien que après, voilà, ça serait une situation alternative en attendant de pouvoir trouver un jeu avec les autres enfants qui sera peut-être moins invasif pour lui et qui puisse justement jouer avec ses pairs. Donc, l'ABA repose sur les sciences du comportement. Les comportements des individus sont régis par les lois de l'apprentissage, tout comme les lois physiques. Donc, c'est vraiment très axé sur l'intervention. Cette approche, elle vise la modification du comportement via le renforcement. Donc, on va le voir plus en détail après, avec l'utilisation de différentes procédures d'aide. On applique les techniques d'ABA donc, avec l'ensemble des personnes qui interagissent avec l'enfant. Contrairement aux enfants en fait au développement ordinaire qui trouvent leur environnement qui trouvent dans leur environnement les conditions nécessaires à l'apprentissage, ce n'est pas le cas des enfants autistes. Donc c'est pour ça que par exemple un enfant neurotypique va trouver les, les connaissances en cours de récréation, va apprendre d'un père juste en observant de comment est-ce qu'il joue au loup, sans qu'un adulte lui vienne lui expliquer les règles et lui explique avec des mots, etc., la règle du jeu, juste en observant ou juste en imitant, ils peuvent acquérir des compétences que les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme n'ont pas forcément acquérir tout de suite. Donc, les efforts de l'enfant sont motivés grâce à un travail important sur la motivation, donc ce qu'on reverra plus tard avec les renforçateurs. Il permet de développer tout apprentissage au niveau des habiletés sociales, la propreté, l'autonomie, les jeux, l'autonomie et les demandes. Donc, l'enseignement est plus ou moins structuré et il est individualisé en fonction du niveau d'attention de l'enfant, de sa vitesse d'apprentissage, de sa capacité à généraliser les nouveaux apprentissages. Et la BA fait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé HS. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, j'ai du mal à comprendre la différence entre teach, ABA, enfin, c'est des termes qu'on entend. Alors, l'ABA, là, je commence à voir, mais du coup, la méthode teach, enfin, ça fait partie de l'ABA, c'est une autre méthode, c'est quelque chose qui s'oppose. Enfin, Alors, la Teach est aussi donc un programme qui, lui, par contre, vise le développement de l'autonomie de la personne avec la structuration de l'environnement. Et l'ABA s'appuie davantage sur l'analyse du comportement avec objectif de réduire les attitudes non adaptées. Mais pour pouvoir faire du teach, il faut être licencié des formations qui sont données. Aujourd'hui, je peux dire qu'en tant que thérapeute ABA, je m'inspire du teach dans tout ce qui est tâches autonomes pour un enfant. Donc, c'est par exemple structurer le temps de jeu pour que donner un temps donné à un enfant avec différents jeux dans des tiroirs et l'enfant prend le tiroir, fait le jeu, le repose et fait le deuxième jeu. Donc, par exemple, ça, c'est des tâches qui sont inspirées du teach que j'enseigne dans l'ABA. du coup, l'ABA et le teach, ça peut être fait en parallèle, c'est deux Ça méthodes peut qui être peuvent fait être... en parallèle et l'ABA peut D'accord, s'inspirer du teach. ok, merci. Donc, pour plus d'informations plus approfondies sur l'ABA, voilà, je vous ai proposé 3 livres ici. Et puis, vous pouvez aussi avoir des compléments d'informations sur le site OVA, qui est une association pour les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Vous l'avez en France et aussi sur Suisse.
Donc, on va voir maintenant comment détecter et savoir comment intervenir lors d'un comportement. Donc, qu'est-ce qu'un comportement? C'est un mouvement qui peut être observé et mesuré. Un comportement est toujours précédé et suivi par un événement ou une réaction. Le comportement est régi par des règles et la majorité des comportements humains ont été appris et sont donc modifiables. On va voir plus en détail, ça sera plus parlant. Donc, la première étape qui est importante, c'est vraiment d'identifier et d'observer le comportement. Donc, ça veut dire que le comportement, on va observer le temps, le nombre d'apparitions et décrire le comportement qui est survenu. Donc, nous, on va prendre des données ABC. Donc, A qui correspond à ce qui vient avant le comportement. B, c'est le comportement en lui-même et on va le décrire de quelle façon est-ce qu'il intervient. Et C, c'est la conséquence que nous, on va donner, donc un renforcement ou une punition. Quand on parle comportement, ça peut être n'importe quelle action du quotidien, en fait. Exactement. Donc là, on va parler d'un exemple justement qui peut être parlant pour vous. On va juste voir d'abord l'ABC. Donc le A, ça sera l'éducateur qui demande à l'enfant de participer à l'activité de cuisine. Le comportement ici, donc c'est Camille pleure, crie, tape du pied par terre et jette les objets. Et la conséquence qui a été donnée, c'est le maître a arrêté l'activité de cuisine. Donc là, il est important aussi de donner les événements contextuels. Donc, par exemple, s'il y a eu des troubles de sommeil, si l'enfant a été malade, parce que ça peut l'expliquer aussi. Donc là, il est important vraiment d'analyser l'ensemble des données. Je vais vous montrer la grille fonctionnelle. Alors, je vais juste repartager. Je voulais changer d'écran. Je suis juste en train de chercher. Nouveau partage. Voilà. Là, c'est l'évaluation fonctionnelle du comportement. Donc là, on voit le comportement qui est à décrire, la fréquence et la durée et l'intensité du comportement qui sera à nommer. Et cette grille, elle est valable pour tous les comportements L'ensemble des problématiques. comportements. Oui. Je vais y arriver. Et du coup, ça, c'est aux parents de la remplir ou enfin, en fait, à tous les gens autour de l'enfant. Exactement, à l'ensemble des personnes qui interagissent avec l'enfant. C'est en bas, voilà, Merci. exactement. Donc, il est important aussi d'établir et de définir la fonction du comportement, donc savoir quelle est la raison d'apparition du comportement, si c'est tangible, si c'est de l'attention, de l'évitement ou si c'est sensoriel. Donc, tout simplement, un enfant qui est à l'école et qui tape, pourquoi est-ce qu'il tape? On va observer cela. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, la première qui peut être observée, c'est un enfant, dès qu'on s'approche trop près de lui, va d'abord pousser, puis finalement, si l'enfant se rapproche, eh ben, il va finir par taper. Et si on n'a pas observé toute la scène, eh ben, on va pouvoir dire que ben, l'enfant tape à l'école. Alors qu'en fait, l'enfant a du mal, enfin, a du mal à sa sphère, hein, comme nous, on peut, si les personnes s'approchent trop proches de nous, on va pas aimer ça. Donc ces enfants-là, ils vont avoir besoin de leur bulle autour d'eux, et si les enfants s'approchent trop, ils vont pouvoir percevoir ça comme une menace et vont alors taper, par exemple. Après, on peut avoir, par exemple, un enfant, on lui présente une tâche, comme on a vu tout à l'heure avec la petite fille, on lui présente une tâche et puis il prend le matériel et elle le balance par terre. Donc ça va être l'évitement de la tâche. Après, on peut avoir, par exemple, de, une raison pour de l'attention. Donc, par exemple, moi, j'ai un enfant avec qui je travaille qui va reproduire les comportements qu'il a pu observer à l'école. Donc,
par exemple, un enfant pour attirer l'attention sur lui va faire des bruits de bouche ou va s'exciter dans la classe et comme ça tout le monde le regarde. Donc là, on va voir que ces comportements arrivent pour justement attirer de l'attention. On peut avoir aussi des enfants qui vont faire une crise par terre pour pouvoir obtenir un objet. Donc là, c'est vraiment tangible. Et puis après, on peut avoir des comportements liés au sensoriel. Donc c'est vraiment, par exemple, ben, comme on parlait tout à l'heure, voilà, on change de saison, on passe du short au pantalon. On peut avoir un comportement où l'enfant se roule par terre, ne veut pas aller à l'école parce que il a un pantalon et que sensoriellement, il ne supporte pas de porter ce pantalon sur lui. Donc, j'annote bien juste par contre qu'il faut toujours faire attention et d'éliminer toutes les raisons médicales ou physiologiques en premier. Donc, c'est par exemple un enfant qui ne veut pas mettre ses chaussures, de vérifier que c'est pas parce qu'il y a un orteil qui lui fait mal et qu'il y a un ongle qui rentre dans la peau. Voilà. On veut s'assurer d'abord que toutes les raisons médicales et physiologiques sont éliminées pour après analyser vraiment et de se dire est-ce que c'est sensoriel, est-ce que c'est de l'attention, etc. Donc, les différentes raisons d'apparition du comportement, donc ce qu'on a pu voir, hein. Donc, il peut y avoir pour l'obtention de quelque chose, donc que ce soit de l'attention, donc un sourire, même des réprimandes hein, ou sociales en général. Il peut avoir du sensoriel, donc par exemple, on voit beaucoup chez les enfants se balancer comme ça, donc ça peut être en cas de stress ou en cas de simplement se sentir bien et ils font beaucoup d'autostimulation. On peut aussi avoir tout ce qui est obtention d'activités, de jouets, d'objets et de nourriture. Et puis enfin, on peut aussi avoir des comportements pour vouloir échapper à quelque chose, donc c'est un renforcement négatif, hein. On peut avoir notamment les douleurs gastro-intestinales ou sensorielles en général. Il peut y avoir des causes par rapport aux émotions, des agréments ressentis, et puis un évitement aussi, un échappement à la tâche et aux activités qui sont déplaisantes. Donc l'étape 2, c'est de la mise en place de l'intervention. Donc on intervient dans le but d'augmenter un comportement approprié, de maintenir le bon comportement, de diminuer le comportement inapproprié. Donc c'est important que l'intervention doit être fonctionnelle, donc utilisable par le client, réaliste, donc approprié à l'âge et au niveau du client, généralisable, donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il faut que le comportement ciblé puisse être généralisé quel que soit le contexte et quelles que soient les personnes. Donc aussi bien à la maison, mais aussi à l'école et aussi bien avec la nounou. Il doit être mesurable, donc on doit pouvoir prendre des données dans ce tableau. Je vais juste vous montrer un exemple, si j'arrive à partager encore mon écran. J'arrive pas là, mais globalement, j'ai un enfant qui justement a des comportements problèmes depuis 3 semaines, des comportements vraiment qui sont vraiment copiés sur l'ensemble des camarades à l'école, sauf que les autres camarades à l'école ont plus la connaissance sociale dans le sens où ils savent quand le faire pour pas se faire remarquer, puis ça passe inaperçu auprès des professeurs, mais cet enfant-là n'a pas cette capacité à se rendre compte de quand est-ce qu'il peut le faire ou non. Tout ce qu'il voit, c'est que quand les comportements sont faits, lui, il a de l'attention. Donc là, on essaye vraiment de rapporter l'ensemble des comportements problèmes. Donc ça va être par exemple cracher, péter, faire des bruits de bouche. Donc ces 3 comportements-là, on va les noter. Et puis on va dire, bah, par exemple, voilà, dans cette matinée de 8h à midi, est-ce qu'il l'a fait? Oui. Si oui, combien de fois? Et si oui, est-ce que c'était systématiquement par rapport au fait d'avoir de l'attention? Donc, ces comportements qui sont problématiques, on les a expliqués hein, en histoire sociale de dire, bah, si tu as besoin de les faire, tu as le droit de les faire quand tu es seul dans ta chambre ou dans la salle de bain, mais en dehors de ça, tu n'as pas le droit de les faire. Et puis, on fait attention à ce que cet enfant-là, justement, qui est en recherche d'attention, on lui donne l'attention nécessaire quand il ne fait pas ces comportements-là. Donc, on renforce tous les bons comportements appropriés, donc c'est-à-dire de demander aux toilettes quand il a besoin, d'être là quand il demande de l'aide, d'être là à lui proposer des jeux et interagir avec lui. Donc justement, c'est ça la grille de fréquence des comportements, hein. Donc vraiment, cette prise de données, elle est très importante parce elle va pouvoir aussi nous donner un retour sur bah, est-ce que notre intervention est efficace, oui ou non, ou est-ce que justement bah, ça augmente, ou est-ce que c'est pire qu'avant,
ou est-ce que justement, dans le but, c'est de pouvoir réduire donc, ces comportements en fonction de l'intervention qu'on a pu faire. Donc, augmenter un comportement, ça vise à augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement qui le précède. Donc, on va voir que ça peut être positif. Donc, on va ajouter un stimuli agréable qui est en contingence à un comportement. Donc, par exemple, pour cet enfant-là, quand il a le bon comportement ou qu'il demande attends pour aller aux toilettes, justement quand il veut péter, ou quand il me dit je sens que je suis en train de m'exciter, j'aurais besoin de 5 minutes à ma boîte calme pour faire des bruits, moi je sors de la pièce. Tout ça, c'est des comportements qui sont appropriés, on renforce. Et là, par exemple, on définit avec l'enfant qu'est-ce qu'il, lui, il aimerait. Donc, par exemple, c'est un enfant qui aime bien jouer avec l'iPad, et chaque bon comportement, chaque bonne initiative de volonté de bien faire, en tout cas, on va le renforcer et on va lui faire gagner, par exemple, des points verts, et ces points verts vont être cumulés et vont définir la durée qu'il a le droit sur l'iPad. Alors, sinon, il peut y avoir aussi négatif. On va retirer un stimuli désagréable. Donc, c'est un enfant qui, normalement, devait faire une tâche à la fin de la journée. Bon, voilà, son comportement a été exemplaire. On va lui retirer une tâche qui, pour lui, était désagréable, par exemple. Ok. Donc là, maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a comme renforçateur possible. Donc, dans la vie de tous les jours, par exemple, pour nos enfants, est-ce que vous avez des exemples de renforçateurs qui peuvent être Les bonbons. les bonbons, je pense que ça marche pour beaucoup d'enfants. Est-ce que ça marche pour Les tous? dessins animés. Les dessins animés aussi? Non, ça marche pas forcément pour tous, je pense. Après, ça va, enfin, même tout ce qui est alimentaire, il y en a qui vont préférer peut-être du saucisson, du pain, un gâteau. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important que, voilà, je vais vous présenter un éventail de renforçateurs, mais ces renforçateurs vont être à tester avec les enfants. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'un renforçateur, un jour, ne peut ne plus l'être le lendemain. Donc on va voir cette importance-là. Et puis, je voudrais aussi faire le parallèle, justement, avec nous. Quels sont les renforçateurs que nous, on a dans la vie de tous les jours? Parce que on parle souvent de renforçateurs et puis de conditionnement comme pour les chiens, etc. Donc, je voudrais vraiment montrer aujourd'hui que les renforçateurs, finalement, on fonctionne tous aux renforçateurs sans forcément mettre le mot dessus. Mais je pense pour nous, est-ce que vous avez des exemples de renforçateurs que nous, on peut avoir en tant qu'adultes? Notre salaire, la Voilà. paye. C'est ça, exactement. On travaille et puis on travaille dur et on cumule parfois deux emplois, mais en tout cas, ce qui nous motive, c'est d'avoir quand même un salaire à la fin du mois. Alors, c'est sûr que si notre travail les passionne, c'est encore mieux, c'est sûr, parce qu'au-delà du renforcement de salaire à la fin du mois, on va avoir des renforçateurs qui nous sont propres, hein, qui sont peut-être liés aux interactions qu'on peut avoir dans la journée avec nos collègues de travail ou de la satisfaction par rapport au travail qui est fait. Mais effectivement, nous aussi, on travaille et on fonctionne par renforçateur. Par exemple, une personne qui va être désagréable avec nous, qui va toujours dire non à ce qu'on lui propose, ou qui va jamais être reconnaissant des compliments ou des cadeaux qui vont être faits, c'est pas une personne avec qui on va vouloir passer du temps. Donc, les enfants fonctionnent aussi comme nous. Et ça, c'est important de faire le lien là-dessus et de montrer que le renforçateur fait partie de la vie quotidienne. Donc, c'est Oui, important. parce que parfois, quand on parle d'ABA, on entend ah, ben, c'est du dressage. Enfin, voilà, Exactement. nous, on fait de l'ABA du coup pour notre fille, et que tu connais très bien du coup. Et c'est vrai qu'on entend souvent c'est du dressage, c'est du chantage. Et en fait, non, c'est vrai qu'on se rend compte que oui, nous aussi, on fonctionne avec une carotte. On se lève pour aller travailler parce qu'on sait qu'on a quelque chose à la fin du mois. On aurait plus de mal à le faire sinon. C'est ça, exactement. Moi, je suis dans une salle de sport, par exemple, et je vais dans cette salle de sport parce que je sais qu'après, il y a les bains, et mon renforçateur, c'est les bains après le sport. Donc, on fonctionne tous avec quelque chose, à la fin du week-end, on va être content, à la fin de la semaine, on va être content parce qu'on va avoir telle activité, voilà, on fonctionne tous au renforçateur. Alors après, effectivement, parfois, pour les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, on passe en premier par le renforçateur alimentaire, mais parce que ces enfants-là n'ont pas forcément le renforçateur social aussi fort que pour nous ou pour un enfant neurotypique. Donc, pour faire comprendre à l'enfant, tu travailles bien, tu obtiens ça, on a tendance à passer en premier par le renforçateur alimentaire et celui-ci s'estompe. Ça veut pas dire qu'il marche pour tous les enfants,
Mais encore une fois, parce que par exemple, un enfant avec qui ça m'est arrivé plus d'une fois à me retrouver mince, ça marche pas, mais pourquoi? Et en fait, l'enfant a déjà mangé, ou l'enfant, juste, bah, il aime pas les bonbons, ou en fait, le renforçateur le plus fort pour lui, c'est d'obtenir ce jouet, alors que je pensais que c'était l'alimentaire. Donc voilà, c'est juste pour dire que pour certains enfants, on est obligé de passer par l'alimentaire pour montrer que ce comportement, cette réponse-là, on obtient ça. Mais après, ça tend à s'estomper et à justement à devenir davantage des renforçateurs sociaux qu'on va voir. Mais c'est vrai qu'en thérapie, si on me filme, c'est youhou, mais bravo, c'est trop génial, et on en fait une tonne au début. Mais c'est justement pour montrer à l'enfant aussi ben, que ce qu'il a fait, c'est vraiment génial et qu'on est super fiers de lui. Et après voilà, cet enfant-là comprendra que ce comportement-là, on obtient ça et que c'est comme ça qu'il va comprendre que ça, c'était la bonne réponse et qu'il va aussi créer de la motivation à l'apprentissage. Ok. Donc là, on va voir justement les différents renforçateurs qu'on peut avoir. Nous, on les classe en thérapie pour bah, justement savoir qu'est-ce qui plaît à l'enfant. Mais voilà, comme j'ai dit, un jour ça peut marcher, le lendemain ça peut ne pas marcher. Donc c'est très important d'avoir un éventail en fait assez large en fait des renforçateurs. Donc on va les tester et on va savoir quels sont les plus forts parce qu'en fonction de la difficulté de l'apprentissage, on va donner ben, ce qu'il aime le plus. Et puis bah, par exemple pour les révisions qui sont plus faciles, bah, peut-être que juste une félicitation sociale veut dire bravo, t'as bien joué, t'as super bien fait, bah, ça suffira. Donc, on va avoir des renforçateurs primaires qu'on appelle donc tout ce qui est alimentaire. On a les renforçateurs secondaires, donc comme les jouets, les félicitations, les contacts sociaux, les anticipations. Donc, c'est par exemple lui dire on fait ça, puis après on fera ça. Et puis après, on va voir aussi les jetons et l'argent. Donc ici, on cote aussi hein, ce qui est important. Donc c'est tout ce qui est stimuli neutre. Donc par exemple, moi, je vais mettre une balle sur la table. L'enfant n'en a strictement rien à faire. Donc là, on va mettre que la balle rouge, par exemple, ben, c'est un stimuli neutre. Ça va pas créer un renforçateur chez cet enfant-là. Et on va aussi mettre les stimuli aversifs, c'est-à-dire que par exemple, mon cube rouge, ben, en fait, il va détester et c'est surtout à ne pas lui présenter parce que ça va être avertif pour lui. Donc là, je vous ai mis quelques exemples hein, avec donc des boissons, des bonbons, des jouets, des jeux lumineux, des jeux sensoriels, des câlins, pareil, des enfants vont aimer, d'autres pas, puis des fois un jour oui et des fois un jour non. Donc tout ça sera à tester. Donc là aussi, vous pouvez avoir, par exemple, faire un puzzle. Ça peut être aussi une activité. Hein. Donc, c'est par exemple, on travaille 20 minutes et après, tu pourras aller te reposer. Ça peut être des activités, des jeux, de la musique, un jeu sur l'ordinateur, de la pâte à modeler, etc. Donc là aussi, je vous ai mis un autre éventail. C'est la question qu'elle est posée en fait. Lorsque, par exemple, on a un comportement inadapté, Oui, par exemple, une enfant qui monte constamment sur la table de la salle à manger hein, oui. pour attirer notre attention, et ça, voilà, c'est son jeu favori. Hein. Euh, Est-ce qu'il faut lui dire ne le fais plus et tu auras tel renforçateur, enfin, oui, tu pourras regarder un dessin animé, ou comment en fait, comment ça fonctionne? Alors, c'est une très bonne question. Et la première remarque, je dirais, c'est on fait ça et tu as ça. Parce que si aujourd'hui, je vous dis on ne pense pas à l'éléphant rose, on y pense tous. Donc, si on dit on ne monte pas, eh ben, elle va monter. Donc, la première chose, on peut dire hein, on ne monte pas sur la table, mais il faut tout de suite dire qu'est-ce qu'elle, elle doit faire. Donc, c'est ne monte pas là sur la table, mais par contre, c'est par exemple, je sais pas, moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est qu'elle a envie de grimper. Donc, c'est lui proposer une structure de jeu autour du canapé, puis de la faire grimper là, parce qu'on considère que là, c'est un lieu adapté pour grimper. Et là, on lui dit, on fait ça et on obtient ça. Donc, plus Merci. dans ce sens-là. Je sais pas si c'est clair. Si, si, c'est clair, c'est clair. Mais donc, une fois qu'elle est sur la table, on lui dit descends, on va faire quelque chose d'autre. Mm. Enfin, descends, Et si voilà, c'est pas, c'est. si c'est pas l'action de grimper, mais c'est plutôt attirer l'attention parce qu'elle sait que quand elle grimpe sur la table, comme par exemple elle peut se faire mal, on arrive en courant. Alors là, c'est de grimper sur la table, c'est de la demande d'attention. Donc, le but là, c'est de vraiment être le plus neutre possible pour montrer qu'il n'y a pas de l'attention. Par contre, on va juste la prendre, mais comme, je dirais presque comme un robot, pour montrer qu'en fait, monter sur la table, ça n'apporte aucune attention
de la part des parents, mis à part qu'on la porte et on la dépose, mais on parle pas. C'est pas on lui fait un câlin, on la prend, c'est on la prend et on la pose et puis on va jouer et on va faire quelque chose là-bas. D'accord. Oui, de pas lui donner ce qu'elle attendait quand elle a fait l'action. Après, le but ici, c'est de, justement, bon, on sait que c'est un comportement de problème, bah, on va essayer d'anticiper ça. Et justement, peut-être qu'à ce moment-là, de montrer à cet enfant-là, ben, lui dire, bon, on va faire telle activité, telle activité. Ah, ok, je sais qu'au bout de 2 activités, si je la fais pas avec elle, elle va vouloir chercher mon attention. De lui proposer une activité en commun, par exemple, pour justement essayer d'intervenir sur le fait qu'elle va rechercher de l'attention. Donc, on va anticiper ça, puis lui proposer un jeu adapté au sol, par exemple, avec elle, ou grimper sur le canapé si c'est ce qu'elle veut, par exemple. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à, ok, ben, si elle grimpe sur la table, c'est bon, maman va venir, elle va me faire un câlin. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à comment est-ce qu'on interagit pour pas renforcer le problème. Donc là, le problème, c'est de monter sur la table. Si elle voit qu'elle a de l'interaction sociale et qu'elle a un câlin de maman quand elle grimpe sur la table, elle va vouloir recommencer pour avoir cette attention. Et du coup, quand on s'énerve, parce que des fois, on est presque parfaite, mais des fois, on s'énerve. Si on crie, c'est aussi donner de l'attention ou parce qu'on est du coup, on n'est pas content. C'est pas un câlin, mais Mais ça peut, les enfants-là peuvent aussi bien rechercher de l'attention, que ce soit positive ou négative, à partir du moment où ils ont votre attention, en fait. donc Ça même peut être crier, en fait, il faut mieux rien dire, la prend, la sort et on fait comme si elle avait rien fait. exactement. Ok. Mais en fait, même pour nous, hein, je pense qu'on peut s'en rendre compte nous-mêmes, la pire des choses, c'est qu'on nous ignore. Oui, Donc, en fait, l'enfant, si on ignore juste le comportement, qu'on se comporte comme un robot, qu'on la prend, qu'on la pose, ça va pas être renforçant. ok. Donc, on va le voir après, mais en général, l'igno- ignorer le comportement problème, c'est ce qu'il faut. Après, voilà, là, c'est une mise en danger. Elle monte sur la table, donc il faut la descendre. Donc là, mais le but, c'est vraiment, on est un robot, encore une fois, on prend, on pose. Et puis, donc je pense que là, idéalement, ce serait de faire, par exemple, un puzzle à côté d'elle parce que c'est pas de l'interaction, mais lui dire, OK, t'as fait là, ce que t'as fait, c'est pas ça. Et puis la fois prochaine, c'est d'anticiper justement la recherche d'attention, puis de lui proposer une activité avant qu'elle fasse une recherche d'attention par un mauvais comportement. Ok. Donc là, on va voir le renforcement qui est intermittent. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui va pardon, qui va arriver juste après le renforcement continu. Donc, par exemple, au début, un enfant, on va lui donner, par exemple, un bonbon pour chaque bonne réponse qu'il donne. Et après, on va estomper. Cet estompage, il est important parce que ça va permettre justement de maintenir donc, le bon comportement, mais que ça perdure dans le temps, mais aussi de diminuer le nombre de renforcements. Donc là, on va plutôt utiliser donc, des systèmes de jetons ou des systèmes de points. Donc là, par exemple, on a un exemple, hein. Donc le système d'étoiles, là, ça peut être, par exemple, pour l'exercice de maths. Bah voilà, tu réussis 5 calculs et tu gagnes bon, alors, les autocollants, un ordinateur, peu importe hein, l'activité que l'enfant a choisie. Mais ça peut aussi être, par exemple, si l'enfant a besoin de moins de renforçateurs encore, de dire, bah voilà, on fait 5 exercices ensemble et tu travailles pour avoir ça après. Donc là, on a encore un autre type de jetons, hein, les 3 jetons pour avoir la musique. Et encore une fois, hein, les jetons, ça peut être, ben, tu m'écris 3 mots de dictée, tu obtiens la musique, ou tu fais 3 exercices et tu obtiens la musique. Les systèmes de jetons, c'est important de savoir aussi qu'ils peuvent être utilisés différemment. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque enfant. Mais les systèmes de jetons, ça peut être, OK, on fait 3 réussites de suite et tu obtiens soit. Donc dès qu'il y en a un s'il échoue à un, on enlève les 3 jetons et on recommence. Ou alors on se dit, ben, chaque bonne réponse est un jeton. Donc là aussi, c'est vraiment personnalisé à l'enfant. Et il faut que la récompense, elle intervienne par rapport, enfin, ça peut être sur une journée, ça peut être sur, enfin, ça faut définir le temps. Alors, il faut définir le temps. Après, il faut voir en fonction des capacités de compréhension de l'enfant. Donc, en général, là, par exemple, sur une séance en ABA, on va dire, bah, par exemple, pour les 3, là, ça va être pour 3 exercices ou alors pour 3 mots de dictée. Mais ça va être là dans l'heure.
Ok. Après, un système de jetons, ça peut être utilisé par exemple avec les parents, te dire si j'obtiens les 5 jetons à la fin de la journée sur les bonnes tâches, donc ça va être par exemple, je me suis habillée tout seul, j'ai brossé mes dents, j'ai mis mes chaussures tout seul avant de sortir à l'école, le soir je suis rentrée, j'ai aidé à mettre la table. Voilà, ça peut être défini en disant, bah voilà, si tu as, je sais plus ce que j'ai dit, mais 5 ou 6 jetons, à la fin, on obtient, par exemple, ben, on lit une histoire avec maman ou on regarde un petit dessin animé. Ok. C'est vraiment, c'est propre à chaque activité puis à chaque utilisation. Mais après, ça peut être, par exemple, voilà, un enfant qui a besoin, ou pour lui, c'est très clair la notion de la semaine, et de dire, chaque bon comportement de jour te rapporte un jeton. Si à la fin de la semaine, tu as 5 jetons, bah voilà, on va aller au cinéma samedi. Ok. Donc, ça peut vraiment être sur plein de choses différentes. Ce qu'il faut juste s'assurer, c'est que par exemple, pour un enfant en bas âge, peut-être que la notion de la semaine, c'est trop long. Et puis de dire qu'il faut 5 points verts pour à la fin de la semaine pour avoir ça le samedi, peut-être que c'est trop long pour lui, puis qu'il va perdre la motivation parce que pour lui, c'est trop loin et c'est pas concret en temps. Donc ça, c'est important que ça le soit pour l'enfant. Donc l'inventaire des agents de renforcement, donc c'est aussi bien donc tout ce qui est social, hein, donc c'est des enfants qui par exemple vont adorer le contact physique, donc ça va être les massages de tête, les papouilles sur le bras, euh, le gras de dos, des choses comme ça. Après ça peut être bah voilà, bravo, t'as réussi, tape-moi 5, il va adorer taper dans la main. Il y a des enfants qui aiment aussi taper fort et que ça fasse du bruit. Ils peuvent vouloir aussi tout ce qui est bravo champion, c'est génial. Ou après, ça peut être aussi des activités. Donc, comme on a vu tout à l'heure, faire de la pâte à modeler ou regarder la météo, ou tout ça. Donc, c'est important en tout cas de varier les renforçateurs puis de les tester systématiquement. Il est important aussi de voir que pour le système de jetons, c'est pas universel, hein, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Donc, un système de jetons, par exemple, de 10 peut marcher pour un programme, mais pas du tout pour un autre. Par exemple, un enfant qui sait bien lire, on peut faire un système de jetons à 10, par exemple, où à chaque 10 mots, il gagne ça. Mais par exemple, pour lui, la dictée, ça va être trop coûteux d'arriver jusqu'à 10. Et là, il faut faire son niveau de base et de se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'il est capable d'écrire qui soit pas trop coûteux pour lui. Donc, on va définir par exemple 4 mots. Ben là, on va utiliser un système de jetons à 4. Et on peut Donc, faire système de jetons pour une activité et renforçateur direct pour une autre. exactement. Et puis, c'est ça qui est important, c'est un même enfant peut avoir 10 systèmes de jetons différents, par exemple. Donc, ça va être un système à 10 jetons pour la lecture, un système à 4 jetons pour la dictée, un système de jetons, par exemple, pour à chaque fois qu'il est allé aux toilettes, ou des choses comme ça, oui. Ok. Après, c'est important que ce soit clair pour l'enfant et que ce soit motivant. Et ça peut se mettre en place vers quel âge à peu près, les systèmes de jetons? Parce que je suppose que chez les tout petits, c'est pas assez concret. Enfin, c'est... Moi, je dirais qu'à partir genre, de l'âge de 5 6 ans, l'entrée au CP, ça peut commencer à l'être. Ok. Donc après, voilà, on va associer 2 jetons, une récompense. On peut y aller progressivement aussi pour que l'enfant comprenne que les jetons-là vont amener la récompense. Et alors, sans parler d'enfants avec un trouble autistique, euh, nous, on faisait ça avec des ronds verts avec notre grand. Mais Oui. par contre, s'il était pas sage, on lui enlevait ou on lui mettait des bonhommes rouges. Ou la maîtresse aussi, elle faisait des soleils, des nuages. Est-ce que du coup, le jeton, faut toujours que ce soit... Enfin, est-ce qu'on peut lui enlever une fois qu'on lui a donné? Je sais pas si je suis claire, mais... Alors, c'est un peu dans le même exemple que j'ai donné. Donc, c'est par exemple, bah voilà, on veut 3 réponses de suite juste. Dès qu'il échoue un, on enlève tout. D'accord. Mais il faut qu'on soit sûr. Enfin, le but, c'est encore une fois que ce soit motivant pour l'enfant. Il doit y arriver. Donc, c'est qu'on sait qu'il est capable de maintenir l'attention jusqu'à 3 réussites de suite. Donc là, par exemple, là, je sais pas pour quel comportement est-ce qu'il gagnait des points. Mais par exemple, on peut dire pour une semaine, c'est 7 jours. Et ben voilà, on se dit que à partir de 4 jetons, tu obtiendras ça. Ou Ok. alors, on se dit, ben non, c'est tous les jours, tu dois être dans le vert. Puis si tu as un rouge, bah tu l'as pas. Ok. Mais ça, c'est vraiment à définir. Puis encore une fois, ce qu'on veut, c'est augmenter le bon comportement. Donc c'est si aujourd'hui, tu es capable d'avoir 4 verts sur 7,
ben, peut-être que dans un mois, ça sera d'avoir 5 verres sur 7, puis d'augmenter petit à petit. Ok, Mais il faut que ce soit réalisable parce qu'il faut que cet enfant-là obtienne son renforçateur, sinon il va arrêter de vouloir obtenir le jeton. d'accord. Donc au départ, on peut faire des tâches faciles qui réussissent, on est sûr qu'il y aura 100% de réussite pour qu'ils comprennent et après on augmente un peu. Exactement. Ok. C'est aussi important parce que là, j'ai un exemple très clair. C'est un enfant, on lui dit, bah voilà, il faut que tu sois dans le vert toute la matinée pour obtenir ton renforçateur à midi. Et puis là, en fait, dans la même matinée, il y a 2 heures en thérapie ABA 1 pour 1, puis il y a 2 heures d'école. Et si dans la thérapie ABA, il y a eu un rouge, bah, normalement, ça définit toute la matinée en rouge. Et donc après, il y a des gros comportements qui sont faits à l'école. Parce que de toute façon, il n'a plus rien à perdre, puisque de toute façon, il a été en rouge le Mm. matin. Et donc, du coup, il n'aura pas son renforçateur à midi. Donc, c'est là aussi toute la difficulté. Puis c'est là aussi à vraiment poser qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant. Est-ce que du coup, on ne séquence pas sur 2 fois 2 blocs? Donc, se dire que bah, à la fin de l'ABA, il obtient un renforçateur, puis à la fin de l'école, il obtient un Ouais. renforçateur. Pour pas perdre sa motivation au bon comportement, parce que sinon, ça peut poser problème à l'école. Donc, les systèmes de jetons qu'on a vus. La quatrième étape, c'est de diminuer un comportement. Donc, on intervient, comme j'avais dit tout à l'heure, par exemple, pour la table, on intervient sur l'antécédent. On va prévenir le comportement et on agit sur la conséquence. Donc, par exemple, on renforce le comportement souhaité. On ajoute une conséquence ou un retrait d'une conséquence. Une punition peut être positive. Donc, on ajoute un stimuli désagréable, hein. Donc, une punition positive, c'est par exemple, tu as été dans le rouge cet après-midi à l'école, t'as pas bien travaillé. Quand tu rentres ce soir, tu auras des fiches à faire. Donc, on ajoute quelque chose, c'est une punition positive parce qu'on ajoute quelque chose. Après, on peut être négatif, donc on retire quelque chose d'agréable. Donc, c'est par exemple, tu rentres de l'école, tu as eu un rouge, bah, il n'y aura pas la télé. C'est une punition parce qu'on retire et elle est négative parce que c'était quelque chose qui était agréable. Mm. Les stratégies qu'on utilise couramment en punition, c'est de l'extinction, l'ignorance intentionnelle, correction et dire non. Donc tout ça est dit avec un ton neutre. Mais l'ignorance attentionnelle marche très bien. Après, voilà, on ne peut pas toujours le faire, comme par exemple tout à l'heure où la personne peut être en danger. La correction, donc on va dire non, puis on va dire qu'est-ce qu'il doit faire. Les règles de l'intervention, donc c'est toujours rester calme, même si c'est difficile parfois. Toujours garder un ton de voix neutre. Donc c'est non. C'est pas on crie, on dit non, parce que ça peut être interprété comme de l'intention en fait. Ok. Toujours garder les mêmes règles. Donc c'est si on dit par exemple, là j'ai pas un exemple tout de suite, mais C'est papa qui donne le bain. c'est papa qui donne le bain, bah, c'est toujours papa qui donne le bain. Mais donc cette règle-là, il faut elle ne peut pas déroger. Donc cette règle-là, je l'instaurerai pas parce que si papa est malade ou si Oui. papa est quelque part d'autre, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, mais c'est par exemple, on sort jamais de la maison sans avoir mis les chaussures. Bah c'est pas un jour on met les chaussons, un jour on met les chaussures. Ok. C'est tu sors de la maison, tu mets tes chaussures et on change pas. Donc après il faut choisir ses règles, hein, pour être sûr qu'on puisse les maintenir. Mais c'est par exemple, on enseigne à mettre les chaussures. C'est si j'ai dit tu mets tes chaussures, ben on va regarder l'heure, puis on va être sûr qu'on peut lui faire mettre les chaussures pour qu'on ait le temps parce que voilà, on t'a dit ça, donc c'est ça. Donc un oui reste toujours un oui, c'est pas quand tu rentres de l'école, il y aura Mickey. Ben je t'avais dit oui, je t'avais dit qu'il y avait Mickey, et puis on rentre et c'est pas possible. Là, ça va engendrer des comportements alors qu'on avait dit. Donc c'est important que les oui restent des oui et que les non restent des non. Donc c'est non, pas de sucette en semaine. Bah c'est non, il n'y a pas de sucette en semaine, ça sera que le week-end. Et on peut pas changer parce que sinon l'enfant comprend que en fait en fonction de la crise qu'il va faire, bah le parent peut changer d'avis et donc il va recommencer à faire des crises s'il arrive à obtenir ce qu'il veut. Donc, c'est important aussi de faire un suivi de la consigne, de s'assurer qu'elle soit bien comprise et puis que tout le monde donne la même consigne et qu'elle soit comprise par l'enfant. Donc, instruction et consigne claire, hein, donc c'est ce qu'on a vu, hein, elle doit être maintenue, elle doit être courte et claire.
Donc, le moins de mots possible est toujours un mot de plus que ce que la personne comprend. Je vais donner un exemple, mais ce qui était très parlant pour moi quand j'ai fait la formation, c'était une personne qui nous apprenait l'arabe, parce qu'au final, ben, quand on ne connaît pas le français encore, et c'est comme si c'était une langue étrangère. Et la personne dit en arabe, je t'ai dit, ça suffit, maintenant c'est non, tu dois mettre tes chaussures ici. Ok. Si elle avait dit chaussures et puis elle avait pointé en montrant c'est ici, peut-être que j'aurais compris, mais vu qu'elle a fait une phrase de 3 kilomètres, j'ai absolument pas du tout compris la consigne. Donc c'est pour ça, c'est clair et c'est court. Donc ça, c'est très important. Et puis, ça sert à rien de faire une phrase de 3 kilomètres. Il faut que l'enfant l'ait comprise surtout. Donc c'est si l'enfant comprend un mot, par exemple chaussures, c'est chaussures ici, par exemple. Et un enfant non-verbal? Un enfant non-verbal, alors un enfant non-verbal, c'est pas pour autant qu'il ne comprend pas. Donc il va falloir s'assurer de qu'est-ce qu'il comprend. Donc quel est son langage réceptif. Donc par exemple, on va tester, hein. Donc là, je prends l'exemple des chaussures. On va mettre un téléphone, des chaussures et une fourchette. On va lui demander chaussures. S'il a compris, ça veut dire qu'il a compris le terme chaussures. Et Ok. s'il comprend pas, par exemple, on va lui pointer, on va dire chaussures ici, mais c'est tout. On va pas faire mets tes chaussures ici. Ok. Mais effectivement, c'est important de tester le vocabulaire de qu'est-ce que connaît l'enfant. Donc là, on va voir tout ce qui est au niveau des forces des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Donc ce sont des apprenants visuels. Ils sont attentifs aux détails. Ils ont une pensée logique. Ils sont respectueux des règles. Ils sont méticuleux, perfectionnistes, persévérants. Et ils ont des domaines ou des intérêts spécifiques. Ils aiment les activités routinières et ils ont une bonne capacité d'association. En général, hein, d'ailleurs, dans les apprentissages, on passe d'abord par une association. Donc, je prends par exemple l'apprentissage des lettres. On va d'abord associer les lettres identiques avant de lui demander de montrer telle ou telle lettre et avant de qu'il dise telle ou telle lettre. Et donc, c'est motiver les apprentissages selon les forces de chaque enfant. J'ai pas compris, c'est-à-dire quoi associer les lettres identiques? Alors, en fait, pardon, je voulais prendre. Donc, par exemple, on va apprendre ABC. Avant de lui demander, sauf si l'enfant a déjà eu des connaissances à l'école et qu'il l'essaie, bien sûr, hein. Mais si on prend l'apprentissage depuis le zéro, donc on va me poser 3 cartes sur la table. Nous, on va lui donner la lettre A et il va devoir la poser sur la lettre qui est identique. On va faire pareil pour tout ce qui est, on dit les 150 mots qu'on apprend en premier dans le langage. Donc ça va être quelques animaux, quelques nourritures, quelques objets, etc., quelques véhicules aussi. Et puis on va lui demander de pairer l'identique, donc comme un jeu de loto, hein. Et en même temps, on va prononcer le mot et c'est comme ça que l'enfant va commencer déjà à comprendre le mot avant de pouvoir le dire. Ok. Donc en général, c'est association identique. Après, ça va être réceptif. Donc ce qu'on appelle réceptif, c'est montre-moi le cheval, par exemple. Montre-moi cheval. Et puis après, on va pointer, puis on va lui dire qu'est-ce que c'est. Et là, il va dire cheval. C'est plus clair? Beaucoup plus clair. Parfait. Alors justement, maintenant, on va passer aux connaissances. Donc on va voir comment est-ce qu'on établit les connaissances de l'enfant et enseigner les nouvelles compétences à acquérir. Donc tout d'abord, on va tester les connaissances. Après, nous allons réviser les acquis, enseigner les items. Côté, donc, je vais vous montrer la prise de codation qu'on peut avoir en thérapie ABA. On va voir comment est-ce qu'on respecte les étapes d'enseignement, la généralisation, puis le maintien. Tout ça est basé d'abord sur les besoins de ces enfants. Donc ces enfants, ils ont besoin d'individualisation. On a pu voir tout à l'heure, hein, on a pu voir qu'un système de jetons doit être propre non, à chaque enfant, mais aussi à chaque programme et à chaque capacité. On va voir aussi que ces enfants ont besoin de visualisation, hein. On a vu tout à l'heure, c'était des apprenants visuels. Et ils ont besoin de structure et ils ont besoin de cohérence. En quoi les outils visuels vont être importants dans la prise en charge? Donc, ils vont obtenir l'attention de la personne. Ça va l'aider à mieux comprendre son environnement. Ça va l'aider aussi à lui donner un certain pouvoir d'agir dans son environnement, hein. On peut voir, par exemple, le fait d'utiliser les pictos, par exemple, avec les images, ça peut les aider. Ça peut apprendre aussi l'autocontrôle pour aider à maîtriser son propre comportement, hein.
Quand on fait les histoires sociales pour expliquer les comportements, on passe souvent par des dessins pour les aider à comprendre. Ça peut aider aussi à mieux organiser ses pensées et ses idées, hein, de structurer et de mettre ça sur feuille. Favoriser la participation appropriée de la personne autiste. Ça permet aussi d'exprimer ses besoins et ses sentiments et d'être compris dans les différents environnements. Ça peut diminuer l'anxiété, développer l'autonomie et accroître ses chances de réussite dans un grand nombre de contextes et de situations. Donc tout ça, hein, ça peut être utilisé aussi justement dans la prise en charge pour l'autonomie, par exemple. Donc ça va être, par exemple, se brosser les dents. Bah voilà, quelle est la séquence que je dois faire? Et on peut passer par justement un soutien visuel. Donc en fonction de la capacité de l'enfant, ça peut être aussi bien des pictos avec des images qu'avec des phrases. Et puis l'enfant lit et puis fait la routine du brossage des dents en respectant les étapes. Donc, en tant que thérapeute ABA, voilà, je travaille sous supervision. Donc, pour la prise en charge des enfants, il y a une mise en place d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention, il est fait en fonction des besoins de l'enfant, donc aussi bien au niveau académique et de l'autonomie et des habilités sociales, en fonction des compétences de l'enfant, des personnes qui interviennent avec l'enfant et de ce que l'enfant aime, hein. On a vu, hein, donc l'importance des renforçateurs. Alors, les étapes d'intervention. La première étape, c'est quoi? C'est d'établir un lien avec l'enfant. Donc, c'est tout bête, hein, mais on va se mettre au niveau de l'enfant, on va faire des jeux. Il faut créer une activité qui soit positive et renforçante pour l'enfant. Après, on va lui apprendre les habiletés de base qui sont nécessaires à l'apprentissage. On va établir la collaboration qui est avec les parents, hein, qui est primordiale. Sans ça, il n'y a pas de suivi de prise en charge. L'enseignement des programmes, donc tout ce qui est prérequis au langage, donc par exemple tout ce qui est vocabulaire. On va apprendre aussi ce qui est très important, c'est les jeux, les associations, l'imitation, les consignes simples du langage réceptif. Donc les jeux jouent un rôle très important, on dit que ce sont les pré-mathématiques, mais justement on commence à développer des compétences scolaires dans les jeux et c'est très important de les intégrer dans le programme de l'enfant. On a aussi l'enseignement des habiletés de communication de base, l'expression des désirs, hein, c'est je veux ça. Il faut que l'enfant soit capable de nous dire ce qu'il souhaite. Donc, ce qui n'est pas toujours évident, hein, les enfants ne pointent pas forcément ou ne s'expriment pas forcément. Donc ça, c'est vraiment des étapes d'intervention de base qui sont nécessaires justement à la scolarité après. Donc les enseignements des habiletés sociales, l'attention, le contact visuel, il faut qu'il puisse répondre à son nom. L'enseignement des habiletés plus complexes, donc tout ce qui est communication sociale et cognitive. Puis on va faire la transition vers le préscolaire. Donc, du coup, quand on commence une thérapie, en fait, tant que la relation elle n'est pas bien instaurée, les apprentissages, ils se mettent pas en place. Non, exactement. Et C'est ça pour peut ça prendre combien de temps, à peu près? Enfin, ça se fait Ça dépend des enfants, je suppose, ça mais dépend des enfants, mais en général, on dit que c'est 3 mois. d'accord. De manière générale. Après, voilà, on peut créer un lien avec un enfant au bout de 3 semaines, par exemple, et de pouvoir commencer. Ou un enfant qui est déjà habitué, c'est pareil, un enfant qui a déjà eu de la prise en charge et qui est déjà habitué à avoir différentes personnes qui interagissent avec lui, va être beaucoup plus apte à travailler avec une personne qu'un enfant qui n'a jamais eu de prise en charge à domicile ou qui n'a jamais été habitué à travailler avec une autre personne que ses parents, par exemple, ou la maîtresse qui connaît déjà. Donc la base de l'intervention, les instructions, donc on a vu tout à l'heure, elles doivent être claires, courtes, précises, avec un soutien visuel quand c'est nécessaire, et peuvent être verbales ou non verbales. Il y a 4 réponses possibles de la personne. Donc la personne peut réussir la demande, échouer, ou alors faite avec de l'aide, ou ne répond pas. Donc réussite, c'est par exemple, voilà, j'ai ces trois objets-là devant moi, je ne sais pas si vous les voyez. On a un verre, un téléphone et une tasse. Donc, moi, je vais demander, donne-moi le téléphone. Donc, l'enfant prend et me donne. Ça, c'est une réussite. Après, je vais demander téléphone. L'enfant prend le verre. Donc, ça, c'est un échec. Et après, si l'enfant se trompe encore une fois, il prend encore la tasse, le verre au lieu du téléphone, c'est un échec. Et là, on va lui donner de l'aide. Donc, soit on va lui dire téléphone, donne téléphone. Donc là, c'est de la guidance gestuelle. Après, on peut aussi lui dire donne-moi le téléphone, puis lui mettre la main et le prendre.
avec la guidance physique. Donc voilà. Et la non-réponse, c'est donne-moi un téléphone. Puis l'enfant, il donne aucune réponse dans les 5 secondes. Donc ça aussi, on travaille à ce que l'enfant réponde rapidement. Après, voilà, il y a des enfants qui répondent plus ou moins rapidement. C'est aussi à noter. Mais entre 3 et 5 secondes, l'enfant doit donner une réponse normalement. Donc ça, c'est important. Justement, voilà, les différents types d'aide. Donc on a la physique complète, physique partielle. Donc par exemple, physique complète, c'est main sur main, il prend, il donne. Physique partielle, on va pousser le bras en direction du téléphone. Gestuelle, on va montrer. Verbal, donc on va lui donner. Donc là, on ne pouvait pas faire de la verbale pour celui-ci, mais par exemple, qu'est-ce que c'est? Là, on va lui dire téléphone. Donc ça va être ça va être une aide verbale. Visuelle, donc là, on peut l'aider avec des soutiens visuels par proximité de l'adulte. Hein, des fois, juste que l'adulte soit à côté, l'enfant va répondre juste. Le positionnement, en fonction de comment est-ce qu'on place l'objet, ou les imitations verbales quand il doit répéter après nous. Et le modelage. Donc les conséquences possibles, donc c'est renforcement ou punition. C'est la conséquence, elle doit être immédiate, proportionnelle à la réponse, constante, stable, un ton neutre pour les punitions et enjoué pour les renforcements. Donc là, par exemple, donc téléphone, il prend le verre, on dit non. Donc ça, c'est immédiat. On ne doit pas hésiter. Est-ce que j'accepte cette réponse, oui ou non? En fait, on va brouiller l'enfant et l'enfant ne va pas savoir si ce qu'il répond c'est juste ou non. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on a le renforcement positif, donc on ajoute une conséquence. Un renforcement négatif, on retire quelque chose de désagréable. Une punition positive, on ajoute une conséquence. Une position négative, on retire quelque chose. Donc, la correction d'erreur. Lorsque l'on enseigne, on incite, on donne directement l'aide attendue, puis on estompe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on avait encore tout à l'heure ces 3 objets. Hop. On définit d'abord hein, qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais si on considère que c'est le téléphone qu'on va enseigner, ça veut dire que l'enfant n'a pas la connaissance. Donc on ne va pas lui dire juste donne téléphone s'il n'a pas la connaissance. On va lui dire donne téléphone, puis on va lui montrer c'est quoi le téléphone. On incite directement la bonne réponse. Ça, c'est important. Donc quand on dit on fait de l'enseignement sans erreur, c'est quand on introduit le nouvel item à enseigner, on lui dit qu'est-ce que c'est. C'est par exemple un enfant aussi pour une dictée, on va lui dire ok, écris banane. Ben, en fait, si on l'a testé avant puis qu'il l'a pas, on sait qu'il l'a pas, on va pas le mettre en échec. Ça, c'est important. Donc, on va lui faire, par exemple, recopier le mot banane, on va le mettre en réussite tout de suite. On lui donne la bonne réponse. Il va le recopier 3 fois. Puis après, en fonction de la capacité de l'enfant à mémoriser la bonne réponse, on va lui dire, OK, tu as recopié 3 fois, maintenant c'est bon, je cache et tu m'écris banane tout seul. Si on voit que c'est suffisant, on arrête, on ne donne plus l'incitation au début, puis on continue l'enseignement. Si c'est pas suffisant, on va en général faire 3 séances où l'adulte donne la bonne réponse. Donc ça va être soit du recopiage, soit c'est lui qui dit qu'est-ce qu'il faut écrire ou qu'est-ce qu'il faut nommer, par exemple. Et après ça, après 2 échecs d'un item enseigné, on fait de l'aide massive. Donc ça, c'est par exemple, on va lui dire écrit arbre, il sait écrire arbre, et écrit banane, on l'a déjà enseigné, et là, il se trompe. Il se trompe une fois, il se trompe 2 fois. Quand il s'est trompé la deuxième fois, on va lui dire comment ça s'écrit banane, puis là, on va lui faire écrire 3 fois. C'est ça de l'aide massive. C'est pas on va lui faire écrire une fois. Pourquoi on le fait pas écrire une fois? Parce qu'il s'est déjà trompé 2 fois, puis on veut pas qu'il enregistre la mauvaise réponse. Donc, on va lui faire recopier 3 fois de suite. D'accord? Et puis après, donc pour ce qui est les items enseignés, donc ça c'est la correction d'erreur qui est importante. Donc c'est le mot banane, on l'a enseigné. Donc, c'est quand l'enfant va se tromper une fois, on va lui dire non, parce qu'on sait on lui a déjà donné l'aide nécessaire avant, d'accord? Et que l'enfant a déjà réussi seul le mot banane sans aide. Là, il se trompe, donc on lui dit non, on lui laisse l'opportunité de justement se rattraper et de se corriger. Et là, s'il se trompe la deuxième fois et qu'il échoue encore, là, on va donner de l'aide. Et l'aide va être proportionnelle à l'aide dont il a besoin. Donc, si on sait que banane, il a faux parce que au lieu du B, il a écrit un D, on va juste lui dire D, puis il va écrire la suite. Si c'est vraiment tout le mot qu'il n'arrive pas, ben on va lui faire recopier le mot. Vous voyez, l'aide, elle va être proportionnelle à ce dont il a besoin. Mais ça encore, une fois,
C'est le jugement propre en fonction des besoins de l'enfant et puis à ce que vous avez pu observer avant. Est-ce que c'est clair pour vous? Mm. Et à la suite de ça, on renforce en fait ce qui a été fait. Donc, par exemple, pour le mot banane, donc la première fois, donc là c'est l'adulte donne la consigne, donc écrit banane. L'enfant échoue. On dit non. On redonne la consigne, on dit écrit banane. Là, il échoue encore. Donc, on va lui dire, OK, écoute bien, banane. Ça commence par B, par exemple. Si c'était l'erreur, c'était le D. On va lui dire banane, ça commence par un B. Il va écrire B et il a réussi. Donc, cette réponse-là, elle a été donnée avec aide. Donc, on va cacher le mot et on va lui dire, OK, super, t'as réussi. Maintenant, tu écris banane tout seul. D'accord? Ça, c'est important. Donc, c'est Et du échec. coup, on On renforce aide. quand même? Oui, on renforce, bien sûr. Ok. Mais le renforçateur, c'est aussi important. Ça, c'est quand il réussit du premier coup, le renforçateur doit être plus fort que le renforçateur une fois qu'on l'a aidé. Ok. Donc, t'as écrit arbre avant. Waouh, bravo, super. Banane, ok. Ah, c'est bien, là, tu t'es concentré, bravo, tu as réussi. Mais c'est moins enjoué. Vous voyez, Ok. c'est vraiment, voilà. Mais après ce mot-là, on va faire d'autres mots faciles, puis on va le redemander après, pour s'assurer que banane, il a bien enregistré la bonne orthographe. Et ça, c'est applicable pour tous les enfants. Donc même sur des enseignements de comportement. Des enseignements de comportement, des enfants qui sont avec troubles du spectre de l'autisme et non, et des enfants neurotypiques. Ok. C'est valable pour tous les enseignements. Et c'est important, vraiment, on se base sur les compétences de l'enfant et on observe. Donc, c'est si l'enfant est capable d'écrire banane tout seul et d'écrire que 4 mots d'affilée parce qu'après on perd l'attention, bah voilà, on va faire attention que notre dictée, c'est 4 mots. C'est pas 10. Et que l'erreur, elle n'est pas liée au trouble de l'attention, mais que elle est vraiment liée au fait qu'il a pas retenu l'orthographe du nom. Donc, les Donc étapes quand dans... il a 10 mots à apprendre pour l'école, on fait que 4. Si son attention, c'est 4 mots, par jour, on va pas plus loin. Le premier jour, on fait 4 mots. Le deuxième jour, on en fait 4 autres. Alors ça, c'est très intéressant. Mais oui, alors une séance, ça comprend 4 mots, mais ça veut pas dire que c'est 4 mots en une journée. Ça veut dire que c'est Ok. 4 mots en une séance. Donc ça veut dire que par exemple, on va faire dicter, puis ok, on sait que c'est coûteux. Je suppose que si on en fait 4 sur les 10, c'est que c'est coûteux pour lui. Ok, après, je vais faire un truc facile. Puis après, je vais pouvoir en faire 4 autres. D'accord. Donc après, ou alors je vais donner un temps de pause, puis après, on va faire 4 autres. Ça peut être dans la même journée, c'est juste que ça peut pas être consécutif. Ok. Donc, les étapes d'enseignement, d'abord, on teste les connaissances. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est par exemple sur ces 10 mots de dictée, c'est un très bon exemple. Sur ces 10 mots de dictée, on va faire les 10. Puis, on va lui dire, OK, maintenant, tu es prêt, on écrit. Et là, quand on teste les connaissances, c'est très important, on doit être neutre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas montrer à l'enfant s'il réussit ou s'il échoue. Pourquoi? Parce qu'on là, on teste, on veut savoir qu'est-ce qu'il connaît. D'accord? Donc, c'est important qu'on lui dise, OK, super, t'écris bien, bravo, tu es bien assis, mais c'est tout. On est là juste pour savoir quelles sont ses connaissances. Parce que sur ces 10 nouveaux mots, si ça se trouve, il en connaît déjà 3. Et c'est toujours ça. Donc, on va lui dire, OK, écris ça, écris ça, écris ça, écris ça, écris ça. Bravo, tu es bien concentré. Bravo, tu écris bien, super. Et c'est tout. Avec cette liste-là, on va définir qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, par exemple, on va dire qu'il connaît arbre, branche et feuilles. Et puis, banane, kiwi, orange, citron, il les a pas, par exemple. On va faire une révision des acquis, donc des 3 qu'il a. Puis on va introduire item par item, ou alors, si c'est un enfant qui a des bonnes capacités de mémorisation, on peut enseigner 3 mots par 3 mots. Ça, c'est vraiment propre à chaque enfant. Et quand on a introduit l'item, bah, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on donne la bonne réponse. Donc on va faire, par exemple, recopier 3 fois le bon mot. Et puis après, ces mots-là, on va faire attention à les discriminer, donc à les faire avec les mots qui sont déjà acquis. Par exemple, je donne un exemple, mais que j'ai eu tout simplement aujourd'hui. Le mot arbre était acquis. On a enseigné jardin, mais jardin, il y a un D. Et arbre, c'est un B. Et quand j'ai redemandé arbre, le arbre est devenu un ardin. Donc ça a confondu les items qui étaient déjà acquis. Mais en fait, vu qu'on a enseigné quelque chose avec des ressemblances visuelles, ça a confondu l'enfant.
Donc c'est important, c'est pour ça de bien réviser ce qui est acquis par l'enfant, puis de bien discriminer les items qui sont en enseignement avec les items qui sont acquis, et de bien faire attention à les mélanger, justement, à les faire ensemble. Et puis après, donc voilà, on révise les acquis et on généralise. Donc, généraliser une dictée, donc ça va être le faire sur différents supports, le faire avec différentes personnes. Ça peut être chez papy, mamie, avec la nounou, les faire avec papa ce soir et puis avec maman demain. Et puis le maintien, c'est ça, on va plus donner en tâche autonome à faire tout seul. Mais par exemple, ça va être des images, il faut écrire le mot qui correspond à côté. Donc, c'est des fiches qui peuvent être faites tout seul en autonomie dans sa chambre. Mais par exemple, bah voilà, on va mettre une photo de arbres, branches et feuilles, et l'enfant va juste écrire à côté comment est-ce que ça s'écrit. Mais c'est important d'avoir ces fiches de révision pour que l'enfant ne perde pas les connaissances qui ont été enseignées. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Hmm. Pas de mon côté, c'était très Non. clair. Alors, je vais vous montrer la grille. Alors, tac. De comment est-ce qu'on cote? Là, vous voyez? Oui. Oui, Juste une précision entre le langage réceptif et le langage expressif. Est-ce que vous connaissez la différence? Donc, réceptif, c'est tout ce qu'on j'imagine que a montré, hein. Expressif, c'est l'enfant qui parle et réceptif, c'est Il montre. il montre. Ok. Donc, même s'il ne sait pas dire le mot, Oui, donc un enfant non-verbal, en fait, il peut avoir au niveau réceptif peut-être 300 mots acquis exactement. et zéro en expressif ou 3-4 en expressif. Exactement. Et en fait, on sait que le réceptif est plus facile à acquérir que l'expressif. Ouais. Donc, en fait, même pour un enfant verbal, on passe par le réceptif puis l'expressif. Donc, par exemple, ça va être, on va d'abord lui demander, montre-moi ta tête, montre-moi les pieds, montre-moi le genou, avant qu'il puisse le dire. Parce qu'un enfant va toujours avoir plus de compétences en réceptif à montrer qu'en expressif. C'est comme nous avec une langue étrangère. Par exemple, en anglais, on va avoir beaucoup plus de mots qu'on comprend, mais qu'on ne sait pas forcément dire. Oui. Donc, c'est un peu pareil. Et avant cette étape-là, on peut faire aussi de l'association, comme je l'ai dit avec les lettres tout à l'heure. Donc, par exemple, on va avoir des images de parties du corps, puis on va lui montrer, on va lui dire jambes, et elle doit pairer avec l'image qui est identique. Mais déjà, juste en faisant du pairage, et puis nous, en disant jambes, à chaque fois qu'on donne le vocabulaire en même temps que l'enfant pose l'image identique, ça va lui faire acquérir du langage en réceptif. Parce qu'il va comprendre, il va comprendre que ce mot-là, c'est ça. Ok. Donc là, ici, donc on a les parties du corps, donc en réceptif, hein, donc c'est l'enfant qui doit montrer. On peut ici spécifier dans le programme si c'est sur le corps directement, pardon, si c'est sur image, sur photo. Tout ça, c'est important. Parce qu'on sait aussi que les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ont du mal à généraliser les compétences. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant qui réussit les parties du corps sur lui peut ne pas réussir sur photo. Donc après, ça va être, on va passer de la photo couleur à la photo en noir et blanc. De la photo en noir et blanc, on va passer au dessin. Puis après, on va essayer de généraliser sur un maximum de supports différents pour être sûr qu'il a acquis la compétence sur différents modes. Parce qu'on peut voir, hein, d'ailleurs, en enseignement, là, dans les mots de lecture de l'école, c'est beaucoup des dessins en noir et blanc, c'est pas forcément très clair. Donc, on voit que ces enfants-là, ils peuvent connaître le vocabulaire, mais pour autant, ils ont pas généralisé le vocabulaire et ils ne le réussissent pas sur un dessin en noir et blanc. Donc, tout ça, c'est important, on passe sur ces différents points. Donc là, c'était juste pour vous montrer donc justement une grille sur laquelle on va coter hein, si l'enfant a réussi ou pas. Donc comme tout à l'heure, la dictée, c'est on lui dit montre-moi et puis on dit bravo, tu es bien assis, c'est super, tu es bien concentré, mais on ne fait rien paraître d'autre parce qu'on est en train de tester.
Dans l'idéal, les tests se font sur 2 jours différents avec 2 personnes différentes. Pourquoi? Bah, parce que des fois on est bien, des fois on est malade, des fois on a mal à la tête, des fois c'est pas notre journée, et pour autant le lendemain on aura réussi. Donc c'est important de faire 2 tests. On n'en fait jamais un. Et pourquoi 2 personnes différentes? C'est par exemple, un enfant peut très bien réussir avec maman, mais pas du tout avec l'intervenant, par exemple. Donc c'est important justement que les compétences soient testées avec 2 personnes différentes dans la mesure du possible. Et en général, quand je mets des items et que je suis proche d'acquérir la compétence, je demande toujours aux parents de vérifier que les items qui ont été enseignés avec moi sont aussi acquis avec les parents pour que je mette l'item en tant qu'acquis, pour être sûr qu'il généralise. Donc ça, c'est très important. Alors maintenant, on va passer aux vidéos, sauf si vous avez des questions encore. Mais ça, le tableau, c'est la thérapeute qui le remplit, c'est pas les parents. Ça peut être les parents, ça peut être la thérapeute, ça peut être la thérapeute au sein de l'école, ça peut être la maîtresse qui nous rapporte les éléments qui sont connus ou inconnus pour l'enfant. Mais c'est en fait, cette grille-là, elle sert de base de données en fait pour qu'est-ce qui est enseigné et qu'est-ce qui l'est déjà. D'accord. Après, c'est un exemple de grille, hein. On peut très bien faire une autre grille et puis définir les acquis. Mais en tout cas, c'est important d'avoir une base de données. Et c'est aussi important parce que, par exemple, on peut apprendre, je sais pas moi, les 10 premières parties du corps. Puis en fait, à l'école, il y en a d'autres qui ont été apprises où ça a justement débloqué d'autres connaissances. Et puis en fait, l'enfant peut les acquérir si on fait un test 3 mois après. On se rend compte qu'en fait, il a acquis entre-temps les autres items. Donc parfois, on n'est pas tous obligés de les enseigner les uns après les autres. Le fait d'en avoir enseigné 10, par exemple, sur les 20, ça va avoir débloqué quelque chose, ou à l'école, ça va être enseigné, ou à la maison, ben, ça va écouter le grand frère, et puis on va comprendre que ça, c'est les sourcils, alors que nous, on l'a pas enseigné, par exemple. Ok. Donc c'est important de refaire des tests aussi. Donc, je vais vous montrer une première vidéo. Et en fait, le but ici, ça serait d'arriver à définir si pour vous c'est une séance d'enseignement, une séance de révision ou une séance de test par rapport aux différents les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure. Alors, je t'écoute. En peu de main. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que juste avec ce début de vidéo, vous arrivez à me dire pour vous qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt une évaluation des compétences? Est-ce que c'est une révision ou est-ce que c'est un enseignement? Une évaluation, non? Oui, une Évaluation. évaluation. Et puis ici, qu'est-ce qu'on teste? Le vocabulaire? Mm. Oui, le vocabulaire En, et puis en expressif? en expressif, exactement. Donc là, en fait, devant moi, discrètement, moi, je fais 2 tas. Je fais un tas de tous les mots qui sont prononcés comme il faut en entier, puis un où j'entends pas l'ensemble du mot. Et donc ça, après, ça sera rapporté sur ma grille, sur ben, voilà, la compétence du langage en expressif. Donc là aussi, c'est important, par exemple, si je sais que cette petite fille, elle a la capacité de dire là et qu'elle a déjà peint, je sais que ça va être un item que je vais pouvoir enseigner assez facilement. Alors que par exemple, dinosaure, qui comporte 3 syllabes, va être un item difficile. Donc c'est des données qui vont me permettre de savoir si à partir de ma grille de test, quels sont les items que je vais enseigner en premier. Et je vais plutôt enseigner les items qui sont faciles à enseigner pour cet enfant. Un point qui est important dans la prise en charge, c'est aussi que on part du principe qu'il faut que l'enfant soit à 80% en réussite pour 20% d'échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que l'enfant, quand je commence à travailler avec lui, c'est important de lui faire des révisions de qu'est-ce qui est acquis. Et si ces révisions-là ont un pourcentage supérieur à 80%, alors je vais enseigner. Pourquoi? Bah, par exemple, nous, on nous met dans une séance de sport
puis on ne sait pas faire de pompe. Puis là, le prof nous dit, bah voilà, maintenant tu fais 10 pompes. Je fais comment? Moi, je suis dégoûtée en fait. Enfin, je commence ma séance de sport, j'ai peut-être pas forcément envie. Puis en plus, il me fait commencer par quelque chose que je ne sais pas faire. Donc c'est pour ça que je sais que en tant que parent ou en tant qu'enseignant, on a parfois tendance à pousser et à commencer par ce qui est difficile. Mais en fait, ça va mettre en difficulté l'enfant. Alors que si justement à la séance de sport, on m'avait fait faire, je sais pas moi, 5 fentes que j'aime bien faire, et puis après seulement on aurait fait des pompes, et puis on aurait micro-gradué en fonction de ce que moi j'étais capable de faire. Donc si je suis capable d'en faire une, bah peut-être déjà de m'en faire une et de voir que je réussis, puis après de m'en faire faire deux, je le vivrais beaucoup mieux et je vivrais beaucoup plus de réussite que si on me dit bah maintenant tu fais 10 pompes alors que je sais en faire qu'une, ça va vraiment être difficile. Donc tout ça pour dire que même dans le concret, pour nous, on voit que ce serait difficile de commencer par quelque chose qui est trop difficile d'un coup. Pour les enfants, c'est pareil. Et nous, on veut qu'ils vivent un maximum de réussite pour justement qu'ils continuent à avoir cette motivation à l'apprentissage. Donc, si on révise et que c'est pas bien alors qu'il est censé savoir, on reste sur de la révision. On reste sur la révision, exactement. Parce que ça veut dire que soit l'attention aujourd'hui, elle est difficile, ou peut-être qu'il est malade, ou peut-être il est en saturation. Donc, on va faire des révisions, on va faire une coupure. On va revenir après, on va voir si les révisions sont toujours difficiles. Si c'est toujours difficile, on n'insiste pas. On ne fait pas d'enseignement. On va en voir un autre. Là, le but, ce serait de voir ben, quel est le programme, essayer de définir quelles sont les attentes attendues ici, et puis de voir le renforçateur. J'arrive à mettre en grand écran. T'es prête, Roman? Mange. Super. Nettoie. Bravo. Marche. Bravo. Lève les mains. Oui, trop cool. Bois. Bravo. Dors. Trop cool. T'es prête? Oui, je suis prête. Tourne. Ok. Bravo. Trop cool, championne. Excellent. Donc, on va voir d'abord comment a été le renforcement ici. Un bonbon. Oui, mais il y a autre chose. Ah, il est bravo. Oui, alors il y a eu un renforçateur social continu et à la fin, le renforçateur alimentaire à la fin du programme. Donc ça, c'est important aussi parce que on voit que le programme est en cours parce qu'il y a beaucoup de renforçateurs. Après, par exemple, sur ce type de programme, on peut renforcer, par exemple, chaque 2 bonnes réponses ou chaque 3 bonnes réponses. Puis on peut faire qu'un renforçateur social à la fin avec, c'est génial. On voit que c'est un programme qui demande de l'attention parce qu'il y a le renforçateur social continu et il y a le renforçateur alimentaire à la fin. Et ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on teste ici? Enfin, c'est pas un test, hein, c'est une révision des acquis. Quel est le Le, programme? les actions. Exactement, c'est les actions et on voit, hein, il y a trois objets sur la table, hein. Bon, pour manger, il nous faut une assiette et une fourchette, c'est pour ça qu'il y a 4 objets, mais sinon, c'est 3 objets sur la table et on demande des actions, aussi bien avec objet que sans objet. Et la dernière vidéo, pour finir, donc tout à l'heure, je parlais des associations identiques. On l'a ici, hein. Chimpanzé, chien. Bravo. Donc là, c'est un programme qui est facile pour elle, hein.
où le renforçateur n'intervient que toutes les 2 bonnes réponses. Et il n'y a même pas de renforçateur alimentaire à la fin. Donc là, on a 12 images sur le bureau. C'est la dernière étape d'enseignement pour l'association identique, hein. Au début, on a 3 images, après on a 6 images, et après 8, puis 10, puis 12. Et au début, ils sont alignés, puis après, on essaye d'exposer sur l'ensemble du bureau pour justement optimiser le champ visuel et que l'enfant explore l'ensemble de son bureau. Et on lui demande donc d'associer les images identiques en fonction du vocabulaire qu'on lui donne, hein, qui va aussi l'aider pour l'apprentissage du langage en réceptif. Alors, la dernière chose, juste pour comprendre quels sont les critères d'acquisition d'un item. Donc, on a 3 séances consécutives en introduction, donc c'est seulement l'item qu'on enseigne, avec plus de 91% de réussite et puis la première demande qui est en réussite. Après, on a donc les 3 séances en discrimination, comme on a pu parler tout à l'heure, avec arbre et jardin. C'est important de faire les révisions, mais aussi de discriminer l'item qui est en enseignement avec ceux qui sont acquis. Et puis, idéalement, donc on fait ces 3 séances-là et on les valide sur 2 jours avec 2 personnes différentes pour s'assurer qu'il généralise la compétence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, c'était plutôt très clair, merci. Merci à vous. Également, merci beaucoup pour cette conférence, pour toutes ces explications. Du Et on coup, peut juste, ajouter en fait, juste que ça, dans la lignée de la conférence du professeur Marie-Cher, voilà, cette conférence-là, elle s'inscrit dans cette lignée-là, puisque le professeur Marie-Cher recommande vivement l'ABA. et après, pour les parents qui cherchent, peut-être juste expliquer si des parents souhaitent mettre en place de l'ABA. Tout à l'heure, tu parlais de superviseur. Est-ce que tu peux juste expliquer enfin, ce que c'est le superviseur? Parce que je ne sais pas si tu en as parlé. Alors, un superviseur intervient donc directement, soit, en tout cas, moi, les superviseurs que je connais travaillent en clinique à Montréal, mais en tout cas, ils supervisent donc la thérapie de l'enfant, donc de l'intervenant ou de l'ensemble de la famille. Et il intervient pour poser justement le plan d'intervention et définir, en fonction des forces et des faiblesses de l'enfant, quels sont les points qui sont à travailler en fonction des compétences de l'enfant. Donc là, les parents qui chercheraient quelqu'un, il faut qu'ils cherchent un thérapeute ABA qui sera supervisé par une personne extérieure, c'est ça? Oui, exactement. Aujourd'hui, les superviseurs ABA sont les BCBA et qu'on peut trouver sur Internet. Mais c'est important d'avoir ce suivi et cette supervision justement pour la collecte de données et de toujours remettre en question son travail et de s'assurer les bonnes compétences de travail avec l'enfant. Ok, merci. Merci. Eh ben, merci beaucoup et puis on se retrouve très rapidement pour un prochain webinaire. Ouais, Merci. Au revoir. au revoir.